Voilà, donc on va commencer le troisième cours sur les tableaux. La dernière fois, on s'est arrêté aux algorithmes spécifiques au tableau. On avait commencé les tris. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les tris quand même. Il nous reste une méthode. Bon, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs méthodes. Vu la contrainte de temps, donc on va ajouter une seule méthode. C'est ce qu'on appelle le tri par insertion. Donc on a vu le tri par permutation, par sélection, et on va voir aujourd'hui le tri par insertion. Gardons toujours presque le même principe. Donc le tri par insertion, son principe c'est de faire des décalages. Faire des décalages des éléments chaque fois que les éléments ne sont pas triés. Donc on commence à partir du deuxième élément du tableau jusqu'à la fin. Donc on va parcourir le tableau du deuxième jusqu'à la fin. Pour chaque élément, parce qu'on va choisir un élément, donc pour chaque élément, on va décaler à droite tous les éléments se trouvant à gauche qui lui sont supérieurs. Ça veut dire que si on est à un certain endroit, I, je vais décaler les éléments qui sont à gauche, je vais les décaler vers la droite, mais je vais décaler juste les éléments qui lui sont supérieurs. En faisant le décalage, donc il va y avoir automatiquement une case vide, parce qu'on a fait des décalages, et donc l'élément sur lequel pointe notre compteur, il va prendre la place vide issue de ce décalage. Alors si on suppose, on va faire une simulation, si on suppose t est égal à 8, 10, 3, 5, 1, 9, donc il n'est pas trié, on va le trier. Donc la première étape, je me positionne sur le premier élément, et mon compteur, il est sur le deuxième. Donc à partir du deuxième, on va commencer le traitement. Le traitement, c'est quoi? C'est les éléments qui lui sont à gauche. Chaque élément qui est supérieur, je le décale. Alors pour le moment, je vois que 8 est inférieur à 10, donc pas de décalage. On n'a pas besoin de décaler parce que l'élément 8 est inférieur à 10. Donc je passe au suivant. La deuxième étape, donc on a déjà deux éléments qui sont triés, issus de la première étape. Je passe à l'élément suivant. Donc puisqu'on a commencé à partir du deuxième, maintenant on passe au troisième. Le troisième élément, je vois que il est inférieur à celui qui est à gauche, et même celui d'avant. Donc on va décaler tous les éléments qui sont à gauche de lui. Donc le 8 et le 10, on va les décaler à droite. Donc les décalages se font vers la droite. Et je décale quoi? Je décale les éléments qui sont à gauche. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais retirer le 3, l'élément concerné, je décale. Ensuite, il va prendre la place. Donc ensuite, on place l'élément en question dans le vide laissé par le décalage. Et ainsi, donc, on a trié 3 éléments. Je passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, on est à l'élément 5. Je vais voir tous les éléments qui sont supérieurs à 5, je vais les décaler vers la droite. Donc, mis à part le 3 qui est inférieur, je vais décaler le 8 et le 10. Donc, 10 est supérieur à 5, je vais décaler, le 8 il est supérieur à 5, je vais décaler donc le 10 et le 8. La même chose, donc je vais retirer le 5, je décale le 8 et le 10, et le 5 prend la place vide. Ainsi, on a trié les éléments 3, 5, 8 et 10. Je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, donc, ça concerne l'élément 1. Je vais voir les éléments qui sont avant lui. 3, 5, 8 et 10, ils sont tous supérieurs à 1. À partir du 10, donc 10 supérieur à 1, 8 supérieur à 1, 5 supérieur à 1, 3 supérieur à 1. Donc je vais décaler tous ces éléments-là vers la droite. Donc je vais retirer le 1, je décale les éléments, et les éléments prennent la place vide. Donc ainsi on a 1, 3, 5, 8, 10 qui sont triés, il me reste le 9. Cinquième étape, donc je m'intéresse au dernier élément. Je vois que le dernier élément il est inférieur à celui qui est à gauche.
Donc, je vais décaler tous les éléments qui sont à gauche vers la droite, mais qui sont supérieurs. Alors, parmi les éléments qui sont à gauche, je ne vois que le 10 qui est supérieur. Donc, je vais décaler seulement le 10 dans ce cas. Donc, je vais retirer le 9, je décale le 10, et le 9 prend la place vide. Et ainsi, on termine. Il n'y a plus d'éléments. Donc, c'est la fin de l'opération du tri par insertion. Et vous voyez qu'on a obtenu le tableau qui est trié. Alors, en passant à l'algorithme d'insertion. Donc, j'ai un tableau, comme l'algorithme des algorithmes précédents. Donc, je vais lire le tableau. C'est une action qui ne change pas, quelle que soit la méthode de tri. Le début du tri. Donc, on a dit qu'on va commencer à partir du deuxième élément. Donc, du deuxième jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je fais? Je retire l'élément. C'est ce qu'on faisait retirer. Donc, x reçoit t de i. Ensuite, je vais dire tous les éléments qui sont à gauche. Donc, je vais commencer j à partir de i. Et je vais dire, tant que j est supérieur à 1 et t de j-1, donc les éléments qui sont avant j-1, ils sont supérieurs à l'élément concerné, qui est le x1, je vais faire un décalage. Le décalage, c'est quoi? Donc, t de j, il reçoit t de j-1. Ça veut dire que avant, il prend la place de j. En bas, j reçoit j-1, donc je recule. La même chose. Donc, tant qu'il est supérieur à 1, donc je ne suis pas arrivé au début du tableau, et tant que la valeur est supérieure, parce que je ne vais pas décaler les valeurs qui sont inférieures, je ne décale que les valeurs qui sont supérieures à l'élément concerné, à x. Qu'est-ce que je fais? Donc, je boucle. À chaque fois, je fais des décalages. Quand je mets à t de j reçoit t de j-1, ça veut dire que c'est un décalage à droite. Donc, l'élément qui était à j-1, il ouvre j. La prochaine fois, l'élément j-2, il ouvre j-1. La prochaine fois, celui qui était à j-3 devient à j-2. Et donc, vous voyez qu'on est en train de faire des décalages. Donc, ça, c'est un décalage à droite de tous les éléments de gauche qui sont supérieurs à x. À la fin, donc, l'élément qu'on a retiré, il va prendre la place de la case vide. Donc, t de j, parce qu'on est arrivé à un point j où le t de j-1 n'est pas supérieur à x. Ou bien qu'on est arrivé à la première case. Donc, je vais dire que t de j reçoit l'élément qu'on a retiré, l'élément x. Donc, mettre l'élément dans le vide laissé par le décalage. Je boucle sur ça, donc de la deuxième position à la dernière, et à la fin, bien sûr, j'ai le tableau qui est trié, donc je vais l'afficher pour i allant de 1 à n, faire écrire T2. C'est ce qui termine les algorithmes de tri. Alors, passons maintenant au tableau à deux dimensions, bien ce qu'on appelle les matrices. Donc, on avait dit que les tableaux, il y avait deux types de tableaux. Donc, les tableaux à une dimension, qu'on a appelés les vecteurs, et les tableaux à deux dimensions, ou bien supérieurs à deux. Bon, pour les deux dimensions, donc, on les appelle des matrices. C'est ce qui correspond en mathématiques aux matrices. Mais, je dirais que c'est un tableau à deux dimensions. Comme je peux avoir des tableaux à 3 dimensions, 4 dimensions, ainsi de suite. Alors, c'est quoi un tableau à deux dimensions? Un tableau à deux dimensions, c'est ce qu'on appelle matrice. C'est en fait un tableau à une dimension, donc c'est un vecteur, sauf que les éléments sont eux-mêmes des tableaux à une dimension. Ça veut dire, ce qu'on a vu les tableaux à une dimension des vecteurs, les éléments c'était par exemple des entiers. Alors, si je parle de tableau à deux dimensions, ça sera toujours un tableau à une dimension, sauf que les éléments ne sont plus des entiers, mais c'est des tableaux d'entiers. Donc, ce sont des vecteurs d'entiers aussi. Donc, chaque élément du tableau est lui-même un vecteur. C'est la différence. Donc, si on représente le premier élément, le tableau, si je le représente en vertical, ces éléments seront des tableaux de même taille en horizontal. Donc, si je donne un exemple d'un tableau de taille 4, dont les éléments sont des tableaux de taille 5, elle est illustrée comme suit. Donc, je vais avoir 4, voilà le vecteur, en quelque sorte, de 4 éléments, le premier vecteur. Chaque élément
du vecteur, c'est lui-même un vecteur de taille 5, donc sur 5 éléments. Ça veut dire que on peut voir le tableau à 2 dimensions comme étant quoi? Bon, par définition, on a dit que c'est un vecteur dont les éléments sont des vecteurs. Mais lorsqu'on voit cette illustration, cette image-là, je peux dire qu'un tableau 2D, c'est quoi? C'est un tableau à 4 lignes. Donc 1, 2, 3, 4, c'est les lignes. Et chaque ligne donc, fera 5 colonnes. Donc on peut voir, c'est un tableau de n lignes fois m colonnes. Comment je déclare le tableau, point de vue informatique? C'est presque la même syntaxe que les vecteurs, bien que les tableaux à une dimension. Donc je donne le nom du tableau, bien l'identificateur du tableau. Je garde toujours le mot-clé tableau, sauf que maintenant, c'est un tableau à 2 dimensions. Alors, lorsque c'était à une dimension, donc on donnait juste la borne inférieure et la borne supérieure. Maintenant, vous avez 2 bornes inférieures et 2 bornes supérieures, celle des lignes et celle des colonnes. Donc, je vais toujours commencer par les lignes, la déclaration. Je vais dire c'est un BI ligne et c'est un BS ligne. Donc, c'est la borne inférieure des lignes et la borne supérieure des lignes, virgule, la borne inférieure des colonnes et la borne supérieure des colonnes. Ou bien la deuxième notation, si je suppose que c'est 1, donc 1 point max L, 1 point max C, ou encore, je peux dire max L, max C, ça veut dire le maximum de lignes, le nombre maximal de lignes, et le nombre maximal des colonnes. Donc ça, on avait vu les vecteurs qu'en général, on commence les tableaux à partir de 1. Mais on a dit que la règle, c'est une borne inférieure. Ça peut être négatif, mais l'essentiel, c'est que la borne supérieure soit supérieure à la borne inférieure. C'était la condition. Donc, je peux déclarer avec 1 point le maximum de lignes, 1 point le maximum de colonnes, ou bien choisir la deuxième notation. C'est un tableau de maximum de lignes et maximum de colonnes. Et je donne toujours le type des éléments. Donc, c'est le type qui peut être les types classiques, les types de base qu'on a vus, donc entier, réel, caractère, booléen, ainsi de suite. Donc, IDTab, donc c'est le nom du tableau, ou bien l'identificateur du tableau. Type élément, c'est le type commun des éléments, comme les vecteurs. Max L et max C sont des constantes donc positives, elles doivent être positives, qui désignent la taille du tableau en nombre de lignes et colonnes. La borne inférieure L et la borne supérieure L, c'est l'intervalle des indices des lignes. Et dans ce cas, le maximum de lignes, comme on l'a vu pour les vecteurs, c'est BS moins BI plus 1. Dans ce cas, c'est BSL, donc des lignes, moins BIL des lignes plus 1. Et BIC, BSC, donc c'est l'intervalle des indices des colonnes. Donc le maximum de colonnes, c'est la borne supérieure des colonnes moins la borne inférieure des colonnes, plus 1. Donc il faut faire attention ici que, comme les vecteurs aussi, donc max L, max C, BIL, BSL, BIC, BSC doivent être des constantes de type entier et non pas des variables. C'est exactement ce qu'on a vu avec les vecteurs, sauf que dans ce cas, c'est à 2 dimensions. Cas particulier, comme les vecteurs aussi, ces bornes-là peuvent être des caractères, des constantes de caractère. Si c'est un tableau, je vais dire par exemple, c'est un tableau de A à Z, mais c'est une constante, donc je dois le mettre entre cotes. Exemple de déclaration, je dis par exemple c'est un tableau de 1 à 200, 1 à 150 d'entier. Ça veut dire que c'est une matrice qui a 200 lignes et 150 colonnes maximum. Comme je peux la traduire, l'exprimer par tableau 200,150. Ça peut être négatif, les bornes essentielles, on a dit que la borne supérieure doit être supérieure à la borne inférieure, donc c'est un tableau de moins 1 à 9 et moins 2 à 17, ce qui est équivalent à tableau de 11, 20, donc 11 lignes, 20 colonnes. On a dit que le max ligne, c'est le BIL, plutôt BSL moins BIL plus 1, et le max colonne, c'est le BSC moins le BIC plus 1. Je peux avoir des tableaux de caractères, au lieu que ce soit des entiers ou des réels.
Comme je peux définir, on a dit que les bornes Hadamard, BI, BS, ainsi de suite, ils peuvent être des constantes de type caractère. Donc je peux définir un tableau à 2D de A à K, virgule, de N à Z. Ça peut être des entiers, des réels, des caractères. Le type n'est pas relié à l'intervalle. Ça peut être un intervalle caractère, mais le type, c'est des entiers, c'est des réels, c'est des caractères. Donc, c'est possible. De fausses déclarations, comme on l'a vu pour les vecteurs, je ne peux pas mettre des variables, ça doit être des constantes. Je ne peux pas avoir des valeurs positives, là, plutôt le BS supérieur à BI, donc ça doit être inférieur. Je ne peux pas avoir des variables, ici sont les codes, parce que ça devient des variables et non pas des constantes caractères. Par contre, qui mèche les vecteurs aussi, donc si je déclare n et 1 comme des constantes, ça veut dire qu'ils ont maintenant des valeurs, je peux faire ces déclarations et elles deviendront correctes. Par contre ici, ce n'est pas correct parce qu'on ne savait pas quelle est la valeur de n et de 1. Mais une fois qu'on le connaît, à travers la déclaration des constantes, donc ça devient une déclaration correcte. Les opérations sur les tableaux 2D, c'est exact, puisque ce sont des vecteurs à une dimension. Un tableau 2D, c'est un vecteur dont les éléments sont des vecteurs, donc ça revient finalement à des vecteurs 1D. Donc, toutes les opérations qu'on a vues avec les vecteurs sont applicables aux opérations au tableau à 2D. Bon, bien sûr, en respectant la différence qu'il y a entre les deux. Par exemple, la référence d'un élément, c'est un tableau 2D. On a dit qu'un tableau 2D, c'est quoi? Il est défini par un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Et donc, la position dans un tableau 2D, elle est définie par la ligne et la colonne. Au lieu que ce soit un seul indice, comme pour les vecteurs ou bien les tableaux à une dimension, puisque c'est un tableau à deux dimensions, donc j'ai besoin de la ligne et de la colonne pour positionner un élément. Donc, la syntaxe, c'est quoi? C'est le nom du tableau, et je mets entre crochets comme les vecteurs, sauf qu'au lieu d'avoir un seul indice, I, ici, je vais avoir deux indices, indice de la ligne, virgule, indice de la colonne. Indice de la ligne, indice de la colonne, c'est comme les indices du tableau à une dimension, donc c'est une expression arithmétique de type entier, ou bien une constante caractère. Les deux, donc, ils peuvent être des expressions. Par exemple, je peux avoir m de 1,5, donc je vais sélectionner l'élément qui se trouve à la première ligne et la cinquième colonne. Si je mets tab t de 10,3, donc c'est l'élément qui se trouve à la 10e ligne, troisième colonne. Si je mets tab une expression, 2 fois i plus 3, i plus 4j, donc je vais évaluer l'expression, je trouve la ligne, évaluer cette expression, je trouve la colonne, ensuite je vais me positionner sur le tableau. Je peux avoir, si le tableau est défini par des constantes caractères, je peux avoir par exemple L maj, c'est S entre cotes, ça doit être une constante, et F entre cotes, donc c'est la S-ième colonne et la F-ième, plutôt la S-ième ligne et la F-ième colonne. Alors un élément est référencé, ou bien un élément lorsqu'il est référencé, il se comporte exactement comme une variable indépendante, comme on l'a vu pour les vecteurs ou bien les tableaux à une dimension. Donc toutes les actions qui peuvent être appliquées à un élément indépendant, l'affectation, la lecture, l'écriture, ainsi de suite, ils peuvent être aussi appliqués à l'élément référencé par l'indice L et l'indice C. C'est exactement comme les vecteurs à une dimension, bien les tableaux à une dimension. Donc, c'est juste, il faut tenir compte que le tableau, il est à 2D, donc chaque fois, on a deux indices. C'est la seule différence entre les tableaux 2D et les tableaux 1D. La lecture et l'écriture, par exemple, donc la lecture ou bien l'écriture des éléments d'un tableau 2D peut se faire ou bien en utilisant des lectures des éléments référencés un par un, comme on l'a vu pour les vecteurs, ou bien utiliser des boucles. Par exemple, si je donne ce tableau-là, qui est un tableau qui contient deux lignes de 1 à 2 et 3 colonnes de 1 à 3, c'est le tableau T. Alors, si je veux lire les éléments de ce tableau-là, je peux le faire en utilisant des lectures élément par élément. Et donc, je vais dire, par exemple, lire 1, 1. Si je lis la valeur 10, donc je vais transmettre le 10 à la case 1, 1. Si je vais passer à la deuxième action, lire 1, 2, donc la première ligne, deuxième colonne, je lis le moins 5, donc ça me donne moins 5.
si je lis T de 1, 3, donc c'est la première ligne, troisième colonne, je vais lire le 3. Ensuite, lire T de 2, 1, donc c'est la deuxième ligne, première colonne, je vais lire le 8, 1. Ensuite, T de 2, 2, donc deuxième ligne, deuxième colonne, je vais lire le 2, je le mets ici. Et enfin, lire le T de 3, donc deuxième ligne, troisième colonne, je vais lire le dernier élément qui est le 7. Comme pour les tableaux à une dimension, je peux le faire, ou bien je peux faire cette opération en utilisant des boucles, parce que qu'est-ce qu'on voit? On est en train de changer le I 1, 2, 3 et le J 1, 2, plutôt le I entre 1 et 2, c'est les limites des lignes, et le J entre 1 et 3. Et puisque ça se fait, vous voyez aussi par exemple, c'est le 1, c'est toujours pour la première ligne, c'est le J qui change. La deuxième étape, le I est égal à 2, et c'est le J qui recommence aussi de 1 à 3. Ça veut dire que on va le lire dans une boucle imbriquée, ou bien dans deux boucles imbriquées. Comment ça se fait? Donc je vais avoir le tableau. Ça sera donc une boucle pour les lignes. À l'intérieur, je vais avoir une boucle pour les colonnes. Ça veut dire que je vais fixer la ligne, I égale à 1 par exemple. Ensuite, je vais boucler sur les colonnes. Une fois que je termine, je passe à la deuxième ligne et je vais reboucler sur les colonnes. Une fois que ça se termine, je vais aller à la ligne suivante, s'il y a plusieurs lignes, donc 3, 4, ainsi de suite. Chaque fois, je fixe la ligne. Donc, si je me donne deux compteurs I et J, je vais fixer la ligne à 1 et je commence la colonne à partir de 1, toujours, jusqu'à la dernière colonne. Donc, je vais exécuter pour 1, 1, je vais lire le 10. Je vais aller à la deuxième élément, donc J égale à 2, I il est toujours égal à 1. Parce que je suis dans la boucle externe ici. Maintenant, on est en train d'exécuter la boucle interne. Donc, c'est le J qui est en train de se modifier. Le I, pour le moment, il est fixe à 1. Donc, J égale à 2. Je vais lire donc 1, 2. 1, 2. Donc, je vais lire le moins 5. Je passe à la boucle au 6. J toujours inférieur ou égal à 3. Donc, je vais obtenir la valeur 3 de J. Je vais lire donc le I égale à 1, le J égale à 3. Donc, première ligne, troisième colonne, je vais lire l'élément 3. Ça y est, maintenant la boucle c'est terminée. Si j'incrémente encore une fois J égale à 4, le 4 n'est pas inférieur à 3, donc je sors. Si je sors de cette boucle, donc je vais aller au début de la boucle externe. C'est le I qui va s'incrémenter. Donc le I passe à 2. Le J maintenant, il va revenir. Donc je vais repasser la boucle interne. J à partir de 1. Donc je donne le 1. Donc ça c'est 2, 1. IJ c'est 2, 1. Donc je vais lire le troisième élément. Plutôt le premier élément de la deuxième ligne. Ensuite je passe J égale à 2. Donc c'est 2, 2. Donc je vais avoir l'élément T de 2, 2. J'incrémente encore une fois, J égale à 3. Et donc je vais avoir J de, plutôt T de 2, 3. Et je vais lire le dernier élément. Maintenant, J égale à 4, ce n'est plus inférieur à 3, je sors. J égale à 3, ce n'est plus inférieur à 2, je sors. Et donc j'ai terminé la lecture du tableau. C'est bon? Alors, une petite remarque ici. La lecture du tableau 2D se fait en général ligne par ligne, comme on l'a vu ici. Donc, on faisait la première ligne et la deuxième ligne. Mais on peut avoir d'autres parcours. Donc, je peux parcourir ligne par ligne comme on l'a fait cette fois. Donc, la boucle, c'est, je commence par les lignes. Ensuite, la boucle interne, c'est les colonnes. Donc, je fixe la ligne, je parcours les colonnes. Je fixe la ligne, je parcours les colonnes. Ça veut dire qu'on est en train de parcourir le tableau ligne par ligne. Que ce soit une lecture ou une écriture ou n'importe quel traitement. Je peux faire, c'est-à-dire, là, c'est un parcours en général. Donc, que ce soit une lecture, une écriture, un traitement, par exemple, calcul du maximum, calcul du minimum, ainsi de suite. Tout ça, je peux le faire ou bien en parcourant le tableau dans ce sens, c'est-à-dire ligne par ligne. Donc, je passe 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ainsi de suite. Alors, c'est ce qu'on appelle un parcours ligne par ligne. Donc, je fixe la ligne et je change la colonne. Je fixe la ligne et je change la colonne.
Je peux avoir un deuxième parcours pour n'importe quel traitement, que ce soit lecture, écriture ou autre. C'est ce qu'on appelle une lecture ou là un traitement ou là un parcours colonne par colonne. Colonne par colonne, ça veut dire que je vais commencer d'abord fixer les colonnes. Vous remarquez ici, je fixe les lignes. Maintenant, on va commencer par les colonnes. Ça veut dire que je fixe la colonne, ensuite je fais changer les lignes. Donc il y a le i et le j qui sont permutés, les boucles. L'élément est le même. Donc c'est toujours t de ij. Sauf que j'ai inversé les boucles. Au lieu que je commence par la boucle des lignes, j'ai commencé par la boucle des colonnes. Et donc la boucle interne, au lieu que ce soit la boucle des colonnes, ça devient la boucle des lignes. Et dans ce cas, le parcours va se faire dans ce sens. Donc première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc je vais avoir le 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3. Je dis bien que ce sont des types de parcours. Donc ici, j'ai mis un exemple de lecture. Ça peut être un exemple d'écriture, comme ça peut être n'importe quel traitement que je peux faire à ce niveau-là. Je prends un exemple de traitement sur les matrices, soit deux matrices A et B à deux dimensions, de même taille. Là, je n'ai pas fixé la taille, je vais dire c'est n ligne et m colonne en général. Mais je dois avoir le maximum. Ça veut dire que si je dis n et m, c'est la taille exacte au moment du traitement, mais je dois définir lors de la déclaration le maximum de lignes et le maximum de colonnes. Alors, supposons qu'on veut faire la somme de deux matrices A et B et mettre le résultat dans une matrice C, et bien sûr, ça doit être de même taille. Parce que vous allez le voir en mathématiques que si je fais la somme de deux matrices, c'est une matrice de même taille. Et je ne peux pas faire une somme de matrices qui n'ont pas la même taille. Donc, pour pouvoir réaliser la somme de matrices, il faut que A et B soient de même taille. Donc, n ligne et m colonne. Et le résultat sera aussi de même taille. Comment ça se fait la somme des matrices? Donc, chaque élément résultat IJ de la troisième matrice C, il est égal à la somme des éléments A de IJ, B de IJ. Vous remarquez que j'ai les mêmes indices, ligne et même indice colonne. Donc, si je pose par exemple A sur cette matrice-là, je lui rajoute la matrice B. Donc, je vais faire la somme élément par élément. 7 plus 3, 2 plus 21, 6 plus moins 6, moins 8 plus 9, 11 plus 9, ainsi de suite. Ce qui donne une matrice C. Donc, 7 plus 3, c'est 10. 2 plus 21, c'est 23. 6 plus moins 6, c'est 0. Et enfin, moins 30, moins 3, c'est moins 33. Si je vais faire une partie de l'algorithme qui réalise la somme, cette somme-là, donc je suis en train de parcourir les deux matrices. Donc le parcours de matrice il se fait toujours avec des boucles imbriquées. Je peux le faire ligne par ligne ou bien colonne par colonne. J'ai choisi la ligne par ligne, donc j'ai fixé les lignes, ensuite je change les colonnes. Et vous voyez là ce que j'ai dit, ou bien une lecture, une écriture, ou là un traitement. Dans ce cas, par exemple, je fais un traitement. Le traitement, c'est quoi? C'est la matrice résultat, C de IJ, reçoit A de IJ, n'importe quel élément à la position I colonne, la ligne I la colonne J, plus l'élément de la même position, ligne I colonne J, je le mets dans la même position dans la matrice 3, C, ligne colonne. Donc, si je fais cette boucle-là, je vais obtenir la matrice C. Donc ça, j'ai donné juste la partie qui fait la somme. Donc, avant ça, je devais déclarer, faire la lecture de A, la lecture de B, et à la fin, je vais afficher le résultat. Bon, je ne me suis pas intéressé aux déclarations, je donne ici juste un exemple d'une opération de somme qui se fait avec deux boucles imbriquées. Les boucles imbriquées, donc, je peux utiliser l'inverse, c'est-à-dire le colonne par colonne. Un autre exemple, je donne par exemple une matrice A de taille n fois m, et vous voyez là que je donne le maximum. Le n doit être inférieur à 100 et le m doit être inférieur à 200. On demande un algorithme qui calcule le maximum de cette matrice. Donc, vous avez un tableau 2D de taille maximale 100 fois 200. Je veux calculer le maximum. Le maximum, c'est quoi? Donc, je vais parcourir toute la matrice, comme on l'a fait pour les vecteurs. Pour un vecteur, je vais parcourir le vecteur pour trouver le maximum. Ici, je vais parcourir toute la matrice, donc toutes les lignes de la matrice. Bon, je donne ici un algorithme complet, max tab 2D. Donc, je déclare
Alors, vous voyez la déclaration maintenant, je vais prendre en compte les maximums qu'on m'a donné l'énoncé. On m'a dit qu'il y a au maximum 100 lignes et 200 colonnes, donc je dis là que c'est un tableau de 1 à 100 et de 1 à 200. La première, c'est toujours les lignes, et la deuxième, c'est toujours les colonnes. Bien sûr, j'aurais pu mettre tableau 100,200, la deuxième notation. J'ai besoin de quoi? Donc, j'ai besoin de la taille exacte au moment de l'exécution, donc le n et le 1. J'ai besoin des compteurs IJ que je vais utiliser dans les deux boucles imbriquées, et j'ai besoin d'un maximum pour calculer le maximum. Donc, comme on l'a fait pour les vecteurs à une dimension, je demande la taille, au lieu que je demande le n seulement, je vais demander le n et le 1. Je vais lire la taille exacte au moment de l'exécution, donc lire 1 jusqu'à n doit être positif et inférieur ou égal à 100. Et je vais lire le m qui doit être supérieur à 0 et inférieur ou égal à 200. La même chose aussi, j'aurais pu mettre lire n jusqu'à les deux conditions regroupées, mais on a dit que c'est une mauvaise habitude parce que si le n est correct et le m est incorrect, je serai obligé de refaire la saisie pour les deux. Donc, je préfère lire chaque dimension à part. Si la dimension n, elle est correcte, ça y est, je passe à la dimension m. Donc ça, ces deux actions-là, ces deux boucles répétées, ce sont des boucles de contrôle de la dimension parce qu'on a dit que je ne peux pas accéder à un élément hors limite. Donc si par exemple, je donne T de I égale à 300, impossible. C'est pour ça que je dois respecter les dimensions n et 1 pour ne pas avoir justement un I ou bien un J qui dépasse ces éléments-là. La boucle de lecture, on l'a vu, donc c'est deux boucles imbriquées. Bon, là, je l'écris sur la même ligne parce que j'ai pas assez d'espace pour voir tout l'algorithme sur la même page. Mais c'est correct, c'est-à-dire pour faire, voilà le son fait, et à l'intérieur, j'ai une autre boucle pour I allant de 1 à m, faire lire A de IJ. Dans ce cas, donc, j'ai lu la matrice en utilisant le parcours ligne par ligne. Donc, j'ai commencé par le I, ensuite le J, donc c'est un parcours ligne par ligne. Et généralement, la lecture se fait avec cette méthode-là. C'est rare qu'on lit la matrice en faisant un parcours colonne par colonne, sauf si on vous le dit. Mais généralement, habituellement, la lecture d'une matrice se fait ligne par ligne. Ensuite, qu'est-ce que je fais? On a dit que pour le calcul du maximum ou du minimum, on initialise toujours le maximum à un élément qui existe. Dans ce cas, une fois que j'ai lu les éléments de la matrice, je peux initialiser. Max reçoit A de 1, 1, le premier élément. Ensuite, je vais refaire les deux boucles imbriquées parce que j'ai dit que chaque fois que vous faites un traitement sur les matrices, sur le tableau 2D, vous avez besoin de deux boucles imbriquées. Que ce soit avec un parcours ligne par ligne ou la colonne par colonne, les deux sont corrects, mais généralement, habituellement, on travaille avec des parcours ligne par ligne. Maintenant, la partie traitement, c'est le traitement qu'on demande. Tout à l'heure, j'avais des lectures, je peux avoir des écritures, comme je peux avoir un traitement qui se fait à l'intérieur de la boucle interne. Donc, la boucle externe pour I allant de 1 à n, je parcours les lignes. La boucle interne pour J allant de 1 à m, je parcours les colonnes. Le traitement maintenant, ce n'est pas une lecture, c'est un calcul du maximum. Le calcul du maximum, on l'a vu. Donc, je vais dire si l'élément référencé A de IJ est supérieur à max initial, je vais changer le maximum. Donc, le maximum reçoit A de IJ. Fin de ci. Fait. Donc, si le deuxième élément est supérieur, je change, sinon je passe au suivant. Donc, ça, c'est la boucle de recherche du maximum. Une fois qu'on termine, je vais afficher et dire que le maximum, c'est max. C'est bon? Est-ce que c'est OK? Monsieur, est-ce qu'on peut imbriquer la boucle de la lecture dans la boucle de la recherche de max? Faire la lecture et la recherche en même temps. Très bien. C'est faisable. Pédagogiquement, j'ai séparé les boucles. Pédagogiquement, j'ai séparé les boucles. Donc, je vais dire d'abord boucle de lecture, ensuite la boucle de recherche du maximum. Alors, votre camarade, elle dit, j'aurais pu faire la recherche du maximum en utilisant la même boucle. Oui, c'est OK, mais faites attention. Là, c'est pas comme les vecteurs, donc je dois lire d'abord le premier élément. Parce que vous ne pouvez pas initialiser le maximum à n'importe quoi. Ça doit être initialisé au premier élément de la matrice. Donc, je dois lire d'abord A de 1, 1, que j'initialise le max à cette valeur-là. Ensuite, je vais refaire plutôt continuer la lecture.
Mais là, contrairement aux vecteurs, les vecteurs, on aurait pu lire A de 1, ensuite je commence la boucle à partir de 2. Et je n'aurai aucun problème. Par contre, les tableaux A de D, vous aurez un petit problème. Pourquoi? Parce que si vous commencez, vous dites que je vais lire le A11, donc la boucle I va commencer à partir du 2. Mais si je commence à partir du 2, la prochaine fois, je vais oublier la colonne qui concerne le I égale à 2, ainsi de suite. Donc, je préfère les matrices, faire la lecture complètement ou la contrôler. Si on veut faire la même boucle, il faut faire attention au fait que l'élément A de 1 doit être lu avant de commencer la boucle. Parce que sinon, je ne peux pas comparer AIJ avec le maximum. OK? Oui, merci. Bien. On termine par les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, donc c'est un cas particulier. Donc on dit que les chaînes de caractères, ce sont des structures de données qui regroupent des caractères spécifiques. Donc on a fait les tableaux en général. Les vecteurs en général, ce sont des structures de données qui regroupent des éléments du même type. Que ce soit des entiers, des réels, des caractères, des booléens ou bien d'autres choses qu'on va voir les cours prochains. L'essentiel, c'est que les éléments doivent être du même type, ce qu'on avait appelé type élément. Alors lorsqu'on vous parle de chaîne de caractères, c'est exactement comme un tableau, sauf qu'il regroupe des trucs spécifiques. Ce sont des caractères. Je ne vais pas regrouper autre chose. Et c'est pour ça qu'on parle de chaîne de caractères. Donc, une chaîne de caractères, comment ça se déclare? Je peux donner le mot-clé chaîne tout court. Donc, je vais dire que c'est ID chaîne, donc le nom de la chaîne. Et je donne le nom de le mot-clé chaîne. Ou bien, je peux spécifier le nombre de caractères regroupés. Et je vais dire que le nom de la chaîne, c'est une chaîne de taille max. Ici, c'est comme les tableaux, donc comme les vecteurs à une dimension. Ça veut dire que je vais donner le mot-clé chaîne au lieu de tableau pour dire que c'est un tableau, oui, mais c'est quelque chose de spécifique. On va voir les différences qu'il y a entre les chaînes et les tableaux à une dimension. Donc, la déclaration, pratiquement, elle se fait presque de la même manière. Sauf que je ne donne pas de dimension. Par contre, je peux donner des dimensions. Donc, ce qui veut dire que la dimension, elle est facultative. Je peux la spécifier, je peux dire, voilà, c'est une chaîne qui a 10 caractères, 20 caractères, comme je peux dire que c'est une chaîne standard. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, le max, c'est un entier positif, comme les vecteurs à une dimension, qui désigne la taille de la chaîne. Si la taille n'est pas précisée, le système prend le maximum possible. Donc, si je ne donne pas ici la taille, le système va prendre le maximum qu'il peut prendre dans une chaîne. Généralement, c'est la taille d'un entier dans le système. Si l'entier est représenté par exemple sur 8 bits, ça sera 255. Si l'élément est représenté, l'entier est représenté sur 2 octets, donc sur 16 bits, ça sera quelque chose comme... bon, ça va jusqu'au, je pense, sur 16 bits, ça peut aller jusqu'au million. Pour les 8 bits, ça peut aller jusqu'à 32 000, je pense, quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a pas de nombre négatif. Donc, c'est une représentation en binaire pure. Donc, si vous ne mettez pas la taille maximale, le système va prendre lui-même le maximum qu'il peut prendre. Si on est dans une machine qui travaille sur 16 bits, donc il y a le maximum sur 16 bits. Si c'est une machine qui travaille, un processeur qui travaille sur 8 bits, il va prendre le maximum sur 8 bits. Si c'est un processeur qui travaille sur 32 bits, il va prendre le maximum sur 32 bits. C'est pas intéressant. Bon, il est préférable de le savoir pour prévoir quel est le nombre de caractères qu'on peut saisir. Mais sinon, je dirais que ça va prendre le maximum. Par contre, si vous spécifiez tout le maximum, donc il va réserver un espace pour tant de caractères. Exemple, si je dis le nom, c'est une chaîne qui contient 25 caractères, donc pas plus de 25. Par contre, si je mets adresse, je vais dire, bon, les adresses, ils changent d'un emplacement géographique à un autre, donc je ne peux pas spécifier exactement la taille. Je vais dire, je vais prendre le maximum pour l'adresse. Allez, je ne vais pas fixer, je vais prendre le maximum. C'est correct. J'aurais pu mettre un chaîne 300. J'aurais pu mettre, par exemple, chaîne 500 pour l'adresse. Je prévois le maximum. Si je ne mets pas, c'est le système qui va prendre le maximum. Faites juste attention, si vous faites, par exemple, chaîne sans préciser la taille,
le système va prendre le maximum, et donc, comme les tableaux, si vous utilisez juste les 60, les 300 caractères des premiers caractères, le reste, il sera vide, il sera occupé, c'est-à-dire réservé à vous. C'est comme les variables en réserve, des emplacements mémoire, mais qui ne seront pas utilisés. Bon, tant pis. L'essentiel, on sera sûr qu'il ne va pas y avoir de problème de taille. Mais lorsque vous manipulez des chaînes que vous connaissez à peu près la taille maximale, il vaut mieux le spécifier pour ne pas avoir des espaces perdus pour rien. Par exemple, les noms, bon, généralement, on ne trouve pas des noms supérieurs à 25 caractères ou là, maximum 30 caractères. Donc, pourquoi réserver une chaîne standard de 255 ou de 32 000 caractères pour rien? Donc, il est préférable, lorsque vous avez des chaînes dont la taille, elle est presque connue, donc, ou bien on connaît le maximum, on va spécifier ici le maximum. Alors, quelles sont les opérations qu'on peut faire sur les chaînes de caractères? Première chose à savoir, c'est qu'une chaîne de caractères, c'est un cas particulier des tableaux de caractères à une dimension. Donc, elle peut se comporter exactement comme un vecteur de caractères. Regardez, la première règle à prendre en compte, c'est qu'une chaîne, c'est pratiquement un tableau de caractères à une dimension. Mis à part la spécificité qu'elle soit une chaîne, je peux traiter une chaîne de caractères comme un tableau à une dimension de caractères sans aucune différence. Mais vous allez me dire, alors ça sert à quoi? Eh bien, on va voir que ça sert parce qu'on a quand même des différences. Donc, ça veut dire que je peux exploiter une chaîne mieux qu'un tableau de caractères. Donc, si je considère que la chaîne de caractères, c'est un vecteur de caractères, donc toutes les opérations appliquées au vecteur peuvent être appliquées aux chaînes. On a pour dire, déjà, un point fort, c'est que les chaînes de caractères, ça peut être un vecteur de caractères. D'ailleurs, on sait, c'est pratiquement une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères. Il n'y a pratiquement pas de différence. Les différences, bon, c'est des trucs, des bibliothèques en plus. Vous devez mettre include string.h pour pouvoir manipuler les chaînes. Mais dans d'autres langages, tels que le Pascal, donc, il a quand même pas mal d'actions qu'on peut exécuter sur les chaînes sans faire appel à autre chose. Bon, la différence maintenant, si on a dit que je peux considérer que la chaîne, que la chaîne est un tableau à une dimension de caractère. Alors, pourquoi alors définir un nouveau type chaîne? Donc, on va définir un nouveau type chaîne, c'est parce que vous avez quand même des trucs, des avantages en plus. C'est des avantages en plus des vecteurs à une dimension. Et donc, que je peux exploiter, ça me facilite la manipulation des chaînes de caractères. Quelles sont donc les différences entre chaînes de caractères et tableaux de caractères? Alors, en plus du comportement comme un tableau, une chaîne possède des propriétés spécifiques. Et voilà ce qui est intéressant. Donc, je peux la considérer comme un tableau et dans ce cas, pas de différence. Mais si je vais exploiter ces propriétés spécifiques, ça veut dire que je vais avoir des trucs en plus que je ne peux pas appliquer au tableau de caractères. Par exemple, la lecture et l'écriture. Alors, la lecture ou bien l'écriture, c'est-à-dire l'affichage, d'une chaîne peut se faire avec une seule action sans faire appel aux boucles. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec les tableaux. Avec les tableaux, donc, ou bien que vous allez afficher élément par élément, ou bien utiliser une boucle. Par contre, lorsque vous utilisez une chaîne, au lieu d'un tableau de caractères, vous pouvez lire ou bien écrire tous les éléments de la chaîne, donc tous les indices, avec une seule action. Pardon. Syntaxe, je vais dire lire le nom de la chaîne. C'est tout. Par exemple, lire nom. Or que si c'était un tableau de caractères, un vecteur de caractères, j'aurais mis là lire nom de 1, lire nom de 2, lire nom de 3, ou là pour i allant de 1 à n, faire lire nom de i. Donc c'est un avantage. Je vais manipuler le tableau en entier avec une seule variable, comme si c'était une variable simple, comme si c'était un caractère. Sauf que là, je peux saisir le nom en entier. Alors je vais saisir carrément et ça va prendre en entier tous les caractères de la chaîne avec une seule lecture. L'affichage, la même chose. Je peux écrire le nom de la chaîne, la syntaxe, la voilà. Un exemple, écrire le nom. Et dans ce cas, ça va vous afficher tous les éléments, donc tous les caractères qui composent la chaîne, sans faire appel aux boucles.
Donc ça, c'est un grand avantage, ce qui facilite, nous facilite la lecture ou bien la manipulation en général des chaînes. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec les tableaux de caractères. Deuxième différence, il y a ce qu'on appelle l'opération de concaténation. L'opération de concaténation, c'est quoi? C'est une opération qui permet de regrouper des chaînes. C'est en quelque sorte, c'est l'addition des chaînes. Bon, c'est pas l'addition dans le sens arithmétique, c'est pas dans le sens de 1 plus 2 égale à 3. Mais c'est dans le sens de concaténation, ça veut dire poser la première chaîne à côté de la deuxième chaîne. Sa syntaxe, c'est quoi? On utilise toujours le symbole plus, mais le plus, attention, c'est pas un plus arithmétique. C'est un plus appliqué aux chaînes. Donc, je peux avoir la première chaîne plus la deuxième chaîne. Je peux bien sûr avoir plus la troisième chaîne, plus la quatrième chaîne, ainsi de suite. Un exemple, je peux avoir par exemple non plus la chaîne, c'est une chaîne constante, celle-là, donc cote, blanc, cote. C'est une chaîne, mais c'est une constante. Plus prénom. Donc ça, c'est faisable pour les chaînes. Par contre, les tableaux, on ne pouvait pas faire ça. Si c'est un tableau de caractères, si vous voulez mettre une chaîne après l'autre, vous deviez avoir une boucle pour ajouter tous les caractères de la deuxième chaîne vers la première. Par contre, là, ça vous facilite. Donc, vous voyez que je mets non plus prénom directement, là non plus je sépare par un blanc, et vous avez une seule chaîne qui contient le nom et le prénom, séparés par un blanc. On a aussi l'affectation. L'affectation entre les chaînes est possible, même s'ils n'ont pas la même taille. Bon, l'affectation, elle est faisable aussi avec les tableaux de caractères, ou n'importe quel type de tableau, mais on exige que les tableaux doivent être de même taille. Sinon, on ne peut pas faire l'affectation entre les tableaux. Bon, peut-être on n'a pas vu le cours dans les tableaux précédents, mais sachez qu'on peut faire des affectations entre tableaux, mais ça doit être de même taille. Les chaînes, on n'exige pas cette condition. Donc, je peux faire une affectation entre les chaînes, même s'ils n'ont pas la même taille. La syntaxe, c'est clair. Donc, c'est comme une expression, le nom de la chaîne, il reçoit une expression de type chaîne. C'est quoi une expression de type chaîne? Donc, ça peut être une chaîne, une simple chaîne, comme ça peut être une combinaison de chaînes. Combinaison de chaînes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir une concaténation. Parce que la seule opération qu'on peut faire sur les chaînes, c'est le plus. Le plus dans le sens concaténation, et non pas dans le sens arithmétique. Par exemple, je peux dire ville reçoit Alger. Et vous remarquez ici que je mets des chaînes de caractères entre cotes. Vous pouvez utiliser aussi les deux cotes. J'accepte. Ça veut dire que le C, par exemple, les chaînes sont mises entre deux cotes et non pas une seule cote. Si je prends d'autres langages tels que le Pascal, donc les chaînes sont mises aussi entre cotes, comme les caractères. Le C, par contre, les caractères, il les met entre cotes, une seule cote, et les chaînes, il les met entre double cote, pour faire la différence entre chaîne et caractère. D'autres langages ne font pas cette différence. Donc, pour lui, un caractère, c'est une chaîne de caractères à un seul élément. C'est tout. Donc, je peux faire, par exemple, ville reçoit Alger. Pays reçoit Algérie. Donc, si je fais adresse reçoit ville plus virgule blanc plus pays, le résultat de cette affectation sera une concaténation. Donc, je vais mettre Alger, à côté, je mets la virgule blanc, à côté, je vais mettre Alger. Donc, ça devient une seule chaîne qui contient les deux chaînes de départ. Donc, l'affectation, elle va changer le contenu de la variable chaîne par l'expression. Donc, vous voyez ici, ce n'est pas une chaîne, c'est une expression de chaîne. C'est la première chaîne concaténée à la deuxième chaîne constante, concaténée à la troisième chaîne. C'est bon. Alors, si la taille de la chaîne est inférieure à la taille de l'expression, parce qu'on a dit, les tailles peuvent être différentes. Ce n'est pas obligatoire qu'ils aient la même taille. Si c'est supérieur, il n'y a pas de problème. Si par exemple la taille de ville, elle est supérieure, plutôt la taille de adresse, elle est supérieure à la taille de Alger, la taille de Algérie, donc il va recevoir les éléments sans problème. Maintenant, si sa taille elle est inférieure à la taille de l'expression, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre juste les premiers caractères de l'expression. C'est ce qu'on appelle la troncature. Je vais tronquer, ça veut dire que je vais arrêter la chaîne à la taille de IDCH. Exemple. Si on déclare le nom, c'est une chaîne de 4. Je déclare le nom, c'est une chaîne de 4, ça veut dire que j'ai limité la taille.
je vais dire pas plus de 4 caractères. Alors, si j'utilise cette affectation, le nom reçoit Zindin, vous voyez que la taille de cette chaîne, elle est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 caractères. Donc, je vais affecter une chaîne de 9 caractères à une chaîne de 4. Ils n'ont pas la même taille. Qu'est-ce qui va se passer? On va tronquer. On va utiliser une opération de troncature. On va prendre juste les premiers caractères de la deuxième chaîne, de l'expression chaîne. Et donc, le résultat de cette affectation, on ne va pas dire que c'est faux, mais le résultat va prendre, le nom va prendre les 4 premiers caractères de Zindin, donc il va prendre Zin, surtout. On va prendre les 4 premiers caractères. Et c'est faisable. Ça veut dire, si vous êtes en programmation, si vous faites cette affectation-là, si je mets nom reçoit ça, donc c'est OK, il va prendre les 4 premiers caractères. Bon, on sait, vous allez voir qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas faisables. Donc, la manipulation des chaînes de C, elle est très, je dirais pas difficile, mais elle a trop d'inconvénients. Par contre, si vous prenez dans un autre langage, ils ont ces facilités-là qu'on cite en algorithmique. Donc, pour le moment, maintenant, on travaille en algorithmique, donc tout ce que je cite ici est faisable. Par contre, lorsque vous passez en C, vous allez voir, vous aurez besoin d'autres trucs pour pouvoir manipuler ce type de manipulation. Bref. Quatrième différence entre ma chaîne et tableau à une dimension de caractère, c'est les opérateurs de relation. Chose qui n'est pas faisable, les tableaux de caractère. Je peux comparer deux chaînes en utilisant les opérateurs de relation égal, différent, inférieur, supérieur, inférieur, égal, ainsi de suite. Donc, tous ces opérateurs, ils sont applicables aux chaînes. Comment je peux les appliquer? On va prendre l'ordre de la table du code ASCII. Vous vous souvenez, les premiers cours, on m'avait dit que les caractères, ils sont manipulés avec leur code à l'intérieur de la machine. On n'a pas de l'alphabet et tout. Donc, on a manipulé des chiffres. Et je vous ai dit à l'époque que la table ASCII, elle prend en compte le tri par ordre alphabétique. Et justement, sur la base de ça, je peux faire des comparaisons entre les chaînes. C'est clair? Et donc, si je prends par exemple Alger, je peux dire que Alger est différent de Algérie, parce qu'ils n'ont pas le même contenu. Je peux dire que Alger est supérieur à LG. Pourquoi? Parce que le A c'est identique, le L c'est identique, le G c'est identique, mais il a un E en plus, donc il est supérieur. Attention, Albert est inférieur à LG. Vous allez me dire, mais attention, la taille est supérieure. La comparaison, on ne prend pas compte la taille. Je vais comparer caractère par caractère. Le A, c'est le A. Donc, à ce niveau-là, ils sont identiques. C'est égal. Le L, c'est le L. C'est identique. Le B, c'est différent de G. Quel est le caractère qui vient en premier? Le B vient avant le G alphabétique. Donc, sans voir ce qui vient après, je vais dire, puisque le B est inférieur à G, donc automatiquement, Albert est inférieur à LG. Donc ça, il faut faire attention. La taille n'est pas prise en compte les opérations de supérieur, inférieur ou quelque chose comme ça. Donc c'est l'ordre des caractères qui est pris en compte pour la comparaison. Enfin, je pense que c'est la dernière différence, c'est que ça concerne la taille. Alors, les tableaux de caractères, la taille, elle est donnée au moment de la saisie. On fait généralement donner la taille, dire n. Ici, les chaînes, vous n'avez pas besoin de spécifier la taille avant la lecture. Ce qu'on vous donne, comme caractéristique des chaînes, on vous donne un certain opérateur spécifique. On va appeler une fonction. On va appeler après une fonction. Donc, pour le moment, je vais dire que c'est un opérateur qui s'applique aux chaînes. Donc, le mot-clé ou l'opérateur a c'est taille. Puis maintenant, div et mode pour les entiers. On a taille pour les chaînes. Parfois, vous trouvez des syntaxes qui utilisent longueur. Bon, les deux sont corrects. D'habitude, j'utilise la taille, mais je peux utiliser longueur. Donc, c'est un opérateur qui s'applique aux chaînes. Qu'est-ce qu'il donne, cet opérateur-là? Il vous donne la taille exacte de la chaîne. Donc, si je déclare, bon, la syntaxe TAO, c'est taille de la chaîne, je donne le nom de la chaîne ici, ou là, si j'utilise longueur, donc c'est longueur du nom de la chaîne. Un exemple, si je suppose, non, c'est une chaîne de 25, ça veut dire que je vais déclarer
un tableau de caractères de taille maximale 25. Mais ce n'est pas un tableau de caractères, c'est une chaîne. Donc, je peux appliquer tout ce que j'ai cité là comme différence par rapport au tableau de caractères. Alors, si à un certain moment, je vais avoir une initialisation, par exemple, B égale B5. Dans ce cas, la taille maximale, c'est 25. Mais au moment de l'exécution, je vais dire que la taille de nom, c'est le nombre de caractères en ce moment-là. Au moment de l'exécution, donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je ne vais pas dire que la taille c'est 25. 25 c'est la taille théorique. C'est la taille qu'on a réservée. Mais lorsque j'ai commencé le traitement, si j'affecte BSA un nom et je demande la taille en utilisant l'opérateur taille, il va me dire que la taille de ce nom-là, c'est 6. Si je sépare avec des blancs, je mets B, espace, E, espace, S, espace, S, espace, A, espace, A, espace, et je demande la taille, il va me donner 11, attention. Si je donne encore 2 espaces au début, ensuite je donne le nom sans espace, on va 2 espaces à la fin, je demande le nom, il va me dire 10. Donc il faut faire attention, l'espace, ou bien ce qu'on appelle le blanc, il est considéré comme un caractère, quelle que soit sa position dans la chaîne, qu'elle soit au milieu, au début, ou bien à la fin. Donc, le caractère est compté comme étant un caractère. Je ne vais pas dire que puisque c'est un blanc, je ne vais pas le compter. Non, il va être compté dans la taille des caractères. C'est bon, c'est tout ce qu'il y a comme différence. Je peux prendre un exemple de traitement sur les chaînes. Par exemple, on vous demande d'écrire un algorithme qui permet d'inverser une chaîne de caractères. Ça veut dire que vous avez une chaîne et je veux l'inverser. Alors, une première solution évidente, c'est que je vais dire, pour inverser la chaîne, je vais utiliser une chaîne intermédiaire que j'appelle CHI. Dans la chaîne initiale, CH. Je vais utiliser une chaîne CHI et je vais la remplir avec les caractères de CH, mais dans l'ordre inverse. Je vais commencer de la fin au début. Et à la fin, je vais affecter la chaîne CH et ACH. Je simule. Supposons que la chaîne de départ, c'était USTHB. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais utiliser une chaîne intermédiaire que j'appelle CHI. Elle est vide au départ. Ensuite, je vais inverser en transférant les éléments de CH vers CHI en commençant par la fin. Donc, j'ai besoin de 2 compteurs. Je calcule d'abord la taille. Et vous voyez ici que lorsqu'on va lire la chaîne CH, je ne demande pas sa taille. Je vais saisir directement. Et je peux calculer sa taille après la saisie. Donc, je peux utiliser l'opérateur taille. Je dis J égale taille de CH. Donc, il va me donner 5. Et donc, je me place sur la 5e position qui est la fin. Ensuite, je calcule le I, je lui affecte le début, qui est égal à 1. Donc, je me place la chaîne CHI au niveau I. Ensuite, maintenant, je commence le transfert. Donc, je vais dire CHI de I reçoit CH de J. Donc, je transfère le B. En bas, j'avance le I et je recule le J. On dit le transfert. J'avance le I, je recule le J. On dit le transfert. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive au premier élément. C'est bon. À la fin, je vais affecter CHI à CH, et donc CH change d'état. Il va être égal au même résultat, sauf qu'il est inversé. Il va se lire de droite à gauche, USTHB, or c'était USTHB dans le sens gauche-droite. Alors, si on veut écrire l'algorithme de cette opération-là, ça va être, donc je déclare 2 chaînes, la chaîne initiale ta'na, ou l'autre c'est la chaîne intermédiaire que j'ai utilisée, et j'ai besoin de 2 compteurs, c'est tout. Donc, je vais dire donner la chaîne, et vous voyez ici que je ne vais pas lire avec une boucle. Je vais lire en utilisant les propriétés de la chaîne, lire CH directement. Maintenant, je vais initialiser le J, et vous voyez ici que je ne demande pas la taille de la chaîne. Attention, parce que l'erreur que fait généralement les étudiants, à chaque fois qu'ils disent une chaîne, ils se souviennent du tableau pour donnez-moi la taille. Non, j'ai pas besoin de la taille. La taille, je peux la calculer. Donc, juste après, je calcule la taille.
Et je dis que J va se placer à la fin, donc c'est la taille de CH. Je place le I à 1, donc initialise J à la taille et de CH et I à la 1. Maintenant, je commence la boucle d'inversion. La boucle d'inversion, comme vous l'avez vu pour la simulation, qu'est-ce que je fais? Tant que J est positif, donc tant que je débute à le tableau, qu'est-ce que je fais? CHI de I reçoit CHI de CH de J. En bas, le J recule et le I avance. Lorsque je termine, lorsque la boucle se termine, donc je vais affecter CH et ACH. J'affiche la chaîne inversée. C'est une méthode. C'est une méthode, mais elle n'est pas optimale. Donc, je propose une deuxième méthode qui est meilleure, elle est plus optimale. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je vais me dire, je ne vais pas utiliser une chaîne intermédiaire. Par contre, je vais changer les extrémités, permuter les extrémités. Bien le dernier, le deuxième et l'avant-dernier, jusqu'à ce que j'arrive au milieu. Lorsque j'arrive au milieu, j'arrête. C'est pas la peine de continuer parce que sinon, je vais avoir la même chaîne. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas pour la simulation? Je fixe le J à la fin, comme tout à l'heure. Je fixe le I au début, comme tout à l'heure. Mais par contre, là, je vais boucler jusqu'à ce que j'atteigne le milieu seulement. La boucle de traitement, c'est quoi? Je permute le I moins J, en utilisant bien sûr une variable intermédiaire. La même chose, donc j'avance et je recule le I, le J. Je permute S mal H. On a le milieu, j'arrête. C'est pas la peine de continuer. Donc, vous voyez que j'ai optimisé point de vue nombre d'itérations. Donc, j'ai utilisé la moitié d'itérations. Au lieu de début à la fin, je vais avoir de la fin jusqu'au milieu seulement. Et j'ai optimisé dans le sens mémoire. J'ai pas utilisé de mémoire supplémentaire. Donc, j'ai pas eu besoin de faire une chaîne supplémentaire. L'algorithme dans ce cas serait donc la chaîne CH. Donc, j'ai pas besoin de CHI. C'est la version 2. J'utilise toujours le IJ avec une variable de permutation. Et j'utilise une taille T. Bon, je peux m'en passer de cette taille T, mais dans ce cas, je vais avoir, à chaque fois, je vais recalculer la taille, ce qui est un traitement supplémentaire. Donc, je préfère déclarer une variable. Je calcule la taille, donc je vais lire la chaîne CH comme tout à l'heure, et je vais mettre T égale taille de CH, J à la fin, donc T, I au début, donc c'est 1. Et je dirais, non pas tant que J est supérieur à 0, mais tant que J est supérieur à T div 2. Alors, si je n'avais pas utilisé cette taille-là, T, j'aurais mis l'hnaya tant que J est supérieur à taille de CH. Donc, ça veut dire que chaque fois, je vais calculer taille de CH. Donc, pour ne pas appeler l'opérateur taille de CH à chaque fois, je vais utiliser une variable T. Je fais la permutation. La permutation, on a vu. Donc, c'est une variable intermédiaire. Reçoit CH de I, CH de I reçoit CH de J, CH de J reçoit X. Ensuite, la même chose. Donc, j'avance le I et je recule le J. Et à la fin, j'affiche. Donc, vous voyez que c'est c'est plus optimal que la première méthode. Ce qui termine notre cours sur les tableaux. Alors, Monsieur, on peut utiliser la boucle pour. la boucle pour, non. Si vous utilisez la boucle pour, donc vous devez commencer avec le I, parce que la boucle pour est incrémentée. Donc je vais dire pour I allant de 1 à T div 2. Et vous aurez fait à chaque fois le dakhel, J reçoit J moins 1. Oui, c'est OK. Je peux faire ça. Je dirais pour I allant de 1 jusqu'à T div 2. Je fais ça. Donc, la boucle pour, par contre, même si vous êtes au milieu, vous allez permuter le milieu avec lui-même. Bon, une action en plus, c'est pas grave. Mais je peux le faire. C'est bon. Monsieur, la boucle pour, on peut pas décrémenter. Non. La boucle pour, non. Oui, dans d'autres langages, vous pouvez. Il y a des langages qui le permettent. C'est par exemple, vous pouvez décrémenter la boucle pour. Je ne sais pas ce que vous l'avez fait FTP. Vous pouvez décrémenter la boucle pour. Donc, vous allez faire for I égale 1, point virgule I inférieur à données n, point virgule I moins moins. Donc, c'est faisable. Mais l'algorithmique, non, je n'accepte pas ça. Donc, j'utilise ou bien je commence la formule I avec le pour, ou là, utiliser le temps carrément. D'accord. Merci, monsieur. De rien. Autre question, il est 9h. Vous avez un autre cours, je pense? Vous avez un cours après? Oui, monsieur. Donc, je dois m'arrêter. Donc, on se voit l'après-midi pour le TD. C'est bon? S'il y a des questions rapides, sinon j'arrête. Pas de questions? Voilà, donc je vais arrêter.
Non, justement. L'après-midi, Inch'Allah.